Bon, bienvenue. Faut que je vérifie le son. Ok, parfait. Voilà. Voilà, je suis en avant de 5 minutes. Le temps qu'il soit l'heure, ça me permet aussi de vaquer à certaines occupations. Courant. Tiens. Tu penses ça? Voilà, donc bienvenue à ceux qui sont venus en avance. Pardon, tu peux fermer la porte, non, s'il te plaît. Merci. Bienvenue à ceux qui sont venus en avance. Je voudrais m'assurer que vous m'entendez, que le son est bon. Est-ce que le son est bon à votre niveau? Le son est bon, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me répondre en commentaire, s'il vous plaît? En commentaire, si vous entendez, si le son est bon. En commentaire. Est-ce que vous m'entendez? Répondez en commentaire, s'il vous plaît. Koura, tu peux vérifier chez toi si tu m'entends là. On va commencer à 30, on va commencer à l'heure. Je voudrais savoir si vous m'entendez parfaitement. Koura, j'essaie de connecter pour voir si on m'entend. Ouais, j'ai éloigné la caméra pour m'assurer qu'on. Voilà, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois pas de commentaires. Répondez en commentaire. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bon, ok, très bien. Voilà, donc bienvenue à ceux qui sont déjà en ligne. On va attendre juste qu'il soit donc 15h30 et puis on va commencer. Aujourd'hui, on va parler donc des spécialistes en communication. Voilà, les spécialistes en communication des projets de développement. Dans 2 minutes, on commence. Courant. Dans 1 minute, on commence. Et puis, c'est parti. Voilà, bienvenue donc à ce moment de partage. Bienvenue donc à ce moment de partage. Aujourd'hui, nous allons
Nous allons voir ensemble le métier de spécialiste en communication de projets de développement. Bien entendu, cela s'inscrit dans le cadre, n'est-ce pas, des partages que nous avons convenus, nous avons décidé de faire avec vous, pour vous faire découvrir les différents métiers donc on rencontre au sein des équipes de gestion des projets. Donc j'avais précisé qu'il peut s'agir des projets de développement, mais aussi des projets des entreprises et des projets des ONG. On a déjà vu le métier de spécialiste en passation des marchés. On a vu le métier de spécialiste en suivi et évaluation. On va voir aujourd'hui le métier de spécialiste en communication de projets de développement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions et à la fin, je vais répondre à toutes ces questions comme on a l'habitude de le faire. On va rapidement rappeler les 3 contraintes du projet qu'on a vu dans une des vidéos antérieures. La vidéo où on a parlé de concept de projet, de programme et de portefeuille. On a vu donc que les 3 contraintes du projet, ce sont essentiellement l'objectif à atteindre, c'est-à-dire le résultat qui est attendu, le coût et le délai. Donc, si ce n'est pas clair dans l'esprit des uns et des autres, essayez de retrouver la vidéo dans laquelle donc, on parle de concept de projet, programme et portefeuille. Et donc, dès lors qu'un projet se définit par ces 3 éléments, c'est-à-dire le résultat qui est attendu, à quel moment et avec quel coût limité, on a vu aussi qu'on doit faire une planification des activités, mais je dirais une planification budgétisée pour atteindre donc les résultats dans le temps imparti et dans la limite du budget. Si ça c'est clair pour vous, on peut donc résumer pour dire que la réussite du projet va dépendre de l'atteinte, n'est-ce pas, des objectifs, mais surtout dans le temps et dans la limite du budget. Donc si on atteint les résultats du projet après le terme, si on vous dit c'est 5 ans, vous faites ça en 7 ans, bon, vous avez atteint les objectifs du projet, mais vous n'êtes pas performant. Il n'y a pas d'efficience, puisque vous avez atteint hors délai. Si on arrive au temps, à la durée, au délai du projet, et que vous n'avez pas atteint l'objectif, bien entendu, on ne peut pas parler de performance, puisque l'objectif même n'est pas atteint. Si on atteint aussi, excusez-moi, je vais prendre un peu de café. Si on atteint aussi l'objectif du projet, mais hors budget, c'est-à-dire hors le coût initial, on a atteint effectivement l'objectif, mais on n'est pas efficient, puisqu'on a atteint l'objectif, mais pas dans la limite. À moins que ceux qui ont fait préparer le projet, qui ont conçu le projet, n'aient pas fait une bonne estimation de coût au départ. Mais sinon, vous n'êtes pas efficient. Donc, en clair, on réussit la gestion du projet, on réussit un projet, on peut dire qu'une équipe projet est performante, que ce soit une équipe projet au sein d'une structure publique ou une structure privée ou une équipe ad hoc, c'est lorsque l'objectif est atteint dans le temps et dans la limite, n'est-ce pas, du budget, dans la limite du coût. Donc la question que je pose, c'est, selon vous, qui doit être satisfait des résultats d'un projet? Est-ce que vous pouvez répondre en commentaire? Selon vous, que ce soit un projet d'entreprise, prenons le cas d'un projet d'entreprise, même un projet de développement. Donc, qui doit être satisfait des résultats du projet? C'est-à-dire, à la limite, on travaille pour la satisfaction de qui? En commentaire, s'il vous plaît. Il n'y a personne pour répondre? Hein? Bon, certainement que les commentaires vont venir après. Mais la satisfaction, n'est-ce pas, est attendue, on va dire, de plusieurs catégories de personnes. Notamment le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est celui à qui appartient le résultat final. Quand on dit un maître d'ouvrage, c'est un mot qui est un peu chose. On emprunte ça dans le domaine des constructions. Mais lorsqu'il y a un projet, il y a toujours un propriétaire, celui qui attend ça. Donc c'est le maître d'ouvrage. Pour ce qui est des projets publics de développement, en général, ce sont des ministères. Donc si vous êtes dans un projet, vous conduisez, ou bien vous êtes membre d'une équipe de gestion des projets, d'un projet qui va construire des routes, en général, bien entendu,
ce projet-là aura pour tutelle, n'est-ce pas, le ministère qui est chargé de l'entretien routier. Donc, le maître d'ouvrage. Donc, celui qui doit être satisfait des résultats du projet, il y a le maître d'ouvrage. Ça peut être n'importe quel ministère. Voilà. Si c'est dans le cadre d'une entreprise privée, si c'est un projet d'entreprise privée, ça veut dire que le maître d'ouvrage, bien entendu, ça va être l'entreprise ou on va dire le conseil d'administration. C'est-à-dire celui qui commandite, celui qui attend en fait le projet. C'est lui qui est le maître d'ouvrage. Donc, celui qui doit être satisfait des résultats du projet, on va dire 1, le maître d'ouvrage. Si vous envoyez d'autres, vous mettez dans le commentaire. 2, bien sûr, celui qui finance le projet. Donc, le bailleur de fonds pour ce qui est des projets de développement, ou bien la banque, ou bien la fondation qui finance soit l'entreprise, soit l'ONG qui a sollicité donc ces fonds pour la mise en œuvre du projet. Donc, bien entendu, le financier doit être satisfait, sinon il ne sera pas remboursé. Le bailleur doit être satisfait. Et bien entendu, l'équipe projet. Je suis en train de vous de dire simplement quels sont ceux qui doivent être satisfaits des résultats du projet. Juste pour pouvoir enchaîner avec le thème du jour qui est le métier de spécialiste en communication. Donc, première personne à être satisfaite, on va dire, premier groupe de personnes, c'est le maître d'ouvrage. Deuxième, c'est le bailleur de fonds. Troisième, c'est l'équipe projet, ceux-mêmes qui travaillent jour et nuit pour l'atteinte des résultats. Donc, ceux-là, bien entendu, doivent avoir une satisfaction, n'est-ce pas, dans l'atteinte des résultats. Quatrième groupe de personnes, ce sont les bénéficiaires ou utilisateurs. Si c'est pour construire des hôpitaux, bien entendu, ça va être, si c'est un hôpital que vous construisez à Katiola, donc les premiers bénéficiaires, ça va être la population, n'est-ce pas, qui vit autour de Katiola. Et bien entendu, cela peut aller jusqu'à Frona et autres. Bon, vous pouvez appliquer ça aux autres pays africains. Donc, les premiers bénéficiaires, ou bien les utilisateurs donc, de l'infrastructure, n'est-ce pas, qui est le résultat du projet, ce sont ces bénéficiaires-là, bien sûr, qui doivent être satisfaits. Qui doivent être satisfaits des résultats du projet. Et il est clair aussi que la population générale. Donc, juste pour vous expliquer que sur un projet, bien sûr, on a dit c'est pour atteindre les résultats, il y a le respect des procédures et tout, mais il faut toujours avoir l'esprit, en réalité, pour qui on travaille. C'est-à-dire qui, à la fin, doit être satisfait, n'est-ce pas, des résultats du projet. Pour ceux qui nous prennent en compte, on a rapidement dit que c'est le maître d'ouvrage, donc soit le ministère, soit le conseil d'administration quand c'est une société d'État, ou bien quand c'est une entreprise privée, donc le bailleur de fonds, ou bien le financier, l'équipe projet, les bénéficiaires, la population générale. Pourquoi je prends le temps de vous rappeler cela? Parce que très souvent, il y a des projets qui sont jugés inefficients ou bien qui paraissent avoir échoué simplement parce qu'ils n'ont pas su communiquer. Ils n'ont pas su mobiliser les populations même autour du projet. Il y a des projets qui ont du mal même à démarrer parce que la population même pour laquelle on veut construire l'hôpital ou bien l'école, la population n'est pas suffisamment sensibilisée et n'est pas suffisamment mobilisée pour accepter même le projet. Aussi paradoxal que cela puisse être, il y a effectivement des populations qui refusent qu'on construise un hôpital. C'est déjà arrivé. Qui refusent donc qu'on construise des hôpitaux, enfin un centre de santé, simplement pour des raisons de coutume, parce que c'est entre je ne sais pas moi, entre le village et le cimetière, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou alors, on estime que là où on doit construire l'école, ce village-là, en réalité, ce n'est pas le village, je vais dire quoi, le village des propriétaires terriens. Mais souvent, c'est dû au fait qu'en amont, on n'a pas su communiquer avec les populations bénéficiaires, on n'a pas su faire partager avec ces populations-là les bienfaits, les retombées, n'est-ce pas, du projet sur ces populations. Donc, quelquefois, le projet échoue simplement parce qu'on n'a pas suffisamment communiqué, on n'a pas suffisamment mobilisé, et c'est là que souvent les conflits entre les populations. Mais si je prends à l'intérieur même des membres de l'équipe projet, quelquefois il y a beaucoup de conflits au sein de l'équipe projet parce qu'il y a une faiblesse en termes de communication interne. Vous avez beaucoup de projets qui sont jugés performants, mais les décideurs, donc on va dire quoi, la primature, les ministres, ou bien le conseil d'administration de l'entreprise, ou bien le bailleur, le financier, ont une mauvaise perception de l'équipe, simplement par manque de communication. D'où l'importance vraiment
de réussir la communication au sein d'une équipe projet. Donc une bonne communication est essentielle à la réussite du projet. Il ne s'agit pas simplement de mettre en œuvre les activités techniques, de bien suivre les procédures, de bien passer les marchés, d'assurer une bonne gestion financière. Tout ça c'est bon. Mais si la communication est défaillante dans l'esprit des gens, vous n'avez pas réussi. Voilà. Très souvent, pour les projets de développement, on entend les coordonnateurs parler de milliards pour faire ceci, de milliards de francs CFA, de millions de dollars pour faire ceci, mais la population ne sait même pas concrètement à quoi cela va servir. Ou alors, lorsque le projet est clôturé, tout le monde sait que, bon, enfin pas tout le monde, les décideurs, les bailleurs, quelquefois savent, mais la population elle-même ne sait pas concrètement à quoi ça servir. Donc, un problème de communication. C'est pour cela qu'il est important de réussir la communication au sein d'une équipe projet. Et bien entendu, pour réussir une bonne communication au sein d'une équipe projet, il faut un bon spécialiste au sein de l'équipe projet. Alors, je ne vois pas de commentaires. Est-ce que ça fonctionne même le truc de commentaires? Je vous trouve un peu trop silencieux là. Pourtant, il y a un beau monde connecté, mais très silencieux. Donc, pour une bonne communication, il faut un bon spécialiste au sein de l'équipe projet. C'est pour cela que j'ai estimé important qu'on puisse faire un live sur le métier de spécialiste en communication de projet. Le conducteur, ça va pas être très long. On va voir rapidement l'objectif même de la communication de projet. Parce qu'on ne communique pas, quand on est spécialiste communication dans une unité de gestion de projet, on ne communique pas lorsqu'on est dans une entreprise de vente de chocolat, par exemple. Ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est vraiment différent. On va donc voir en 2 les types de communication, en 3 les supports et canaux de communication, en 4 l'objet, c'est-à-dire sur quoi il faut communiquer quand on est sur un projet et à quel moment faut-il communiquer, et je vais vous présenter les rôles et responsabilités du ou bien de la spécialiste en communication, et bien sûr on va aussi voir le profil de spécialiste en communication. Donc le premier point, l'objectif même de la communication. Si vous avez suivi l'introduction, il va de soi que l'objectif de la communication, d'abord, c'est de mobiliser la population cible. Vous êtes sur un projet, ça peut être humanitaire, ça peut être un projet d'infrastructure, un projet de formation. Si vous êtes sur un projet qui cible les enseignants, il faut pouvoir mobiliser la population cible. Si ça concerne les transporteurs, il faut pouvoir mobiliser les transporteurs. Donc, l'objectif, l'un des objectifs de la communication au sein d'une équipe projet, c'est de pouvoir mobiliser les populations cibles. N'hésitez pas à poser des questions, si vous en avez, au fur et à mesure que j'avance. Après, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Deuxième objectif de la communication sur un projet, c'est de valoriser l'action du gouvernement, ou bien de valoriser l'action de l'entreprise, ou valoriser l'action de l'ONG. Donc, c'est pour ces entités-là qu'on met en place une équipe projet, pour donc la mise en œuvre du projet. Donc, les résultats doivent pouvoir valoriser l'action du gouvernement. Si vous êtes sur un projet de développement dans le cadre de la gestion de l'environnement, vous devez communiquer de telle sorte à valoriser l'action du gouvernement. Puisque vous, en tant qu'équipe de gestion de projet, disons, je vais parler de façon crue, ce n'est pas votre argent que vous gérez. Vous n'êtes pas là pour atteindre vos propres résultats, vous êtes là parce qu'il y a des résultats qui ont été fixés, qui ont été négociés entre le gouvernement et le bailleur de fonds. Et donc, lorsque vous travaillez, vous devez avoir l'esprit de valoriser l'action du gouvernement à travers les résultats que vous atteignez. Si c'est dans le cadre d'une entreprise, il y a le conseil d'administration, il y a la direction générale, vous devez valoriser, donc ça vous permet de valoriser l'action, n'est-ce pas, de cette entreprise-là. Quand c'est une ONG, bien entendu, c'est la même chose. Troisième objectif, c'est de donner de la visibilité aux bailleurs. Il y a beaucoup de projets qui ne communiquent que sur la partie du maître d'ouvrage. Mais les bailleurs qui financent, n'est-ce pas, les projets, ont aussi besoin de visibilité parce que les équipes avec lesquelles vous êtes en interaction, vous en tant qu'unité de coordination, ces équipes du bailleur ont besoin de rendre compte, doivent rendre compte, n'est-ce pas, à leurs différents quartiers généraux. Que ce soit à Washington, à Genève, à Bruxelles, je ne sais pas moi, à Abidjan, à Kinshasa, ils ont besoin de rendre compte. Donc, ils ont besoin de visibilité. Donc, il faut en tenir compte lorsque vous communiquez sur les résultats, lorsque vous communiquez dans les actions, le bailleur a besoin de visibilité. Quand c'est un financier, bien sûr,
si cela est prévu, convenu, il faut pouvoir communiquer. Parce que c'est aussi, je vais dire, aussi un retour sur investissement. Voilà, ce n'est pas seulement l'aspect financier en termes de retour, mais aussi ils ont besoin de visibilité, de savoir qu'ils ont contribué à l'atteinte des résultats dans tel pays en finançant tel et tel projet. Autre objectif que je vois, c'est de valoriser aussi le travail de l'équipe projet. Si vous voyez d'autres objectifs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, un des objectifs, c'est de valoriser le travail de l'équipe projet. Vous avez travaillé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans sur un projet. Il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu des échecs, il y a eu des réussites. In fine, il y a un résultat qui est intéressant. Donc, on doit pouvoir valoriser le travail de chaque membre de l'équipe parce qu'après le projet, il faut que les gens trouvent, n'est-ce pas, d'autres points de chute. Donc, il faut savoir comment valoriser le travail de l'équipe projet. Donc, comme objectif, on a vu qu'il faut que l'objectif, c'est de mobiliser la population cible. Deuxième objectif, c'est de valoriser l'action du gouvernement ou de l'entreprise. Et troisième objectif, c'est de donner de la visibilité à celui qui a financé, donc le bailleur ou bien le financier privé ou la fondation. Si c'est un bailleur bilatéral, multilatéral, peu importe. Il faut pouvoir donc donner de la visibilité. Ensuite, il faut valoriser le travail même de l'équipe projet. Donc, une fois qu'on a vu les objectifs, je vais rapidement voir les types de communication. Donc, vous voyez la cible. En fonction de la cible, vous voyez qu'il y a des communications. Il y a la communication interne et il y a la communication externe. Quand je dis interne et externe, c'est par rapport à l'équipe de gestion du projet. Parce qu'il y a l'équipe de gestion du projet et vous avez les différentes interfaces. Les interfaces, donc, il y a le maître d'ouvrage. Donc, on va dire le ministère. Vous avez le bailleur. Donc, quand je dis le ministère, il y a le cabinet. Il y a le ministre lui-même, il y a le cabinet. Il y a les différentes directions du ministère. C'est la même chose quand c'est une entreprise. Vous avez les directions de l'entreprise, vous avez la direction générale, vous avez le conseil d'administration. Dans une ONG, c'est la même chose. Donc, une fois que je parle du projet de développement pour le cadre des États, c'est des choses qui peuvent se transposer pour le secteur privé ou bien pour la société civile. Donc, vous avez l'unité de gestion, donc ceux qui gèrent le projet au quotidien. Dans leur interface, vous avez les ministères, vous avez le bailleur, vous avez la population, vous avez les fournisseurs, n'est-ce pas? Vous avez autre type de clients. Donc, tout ce monde-là, il va falloir communiquer. Donc, quand c'est avec la population générale, avec, je vais dire même le bailleur, avec le ministère et autres, donc ça va être externe. Externe à l'équipe. Mais bien entendu, il y a une communication interne aussi qui s'est faite entre le chef du projet, et puis les autres membres de l'équipe. Donc, ce sont les deux types de communication. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Parce que, bien entendu, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les formations, il y a des choses qu'on va voir vraiment dans les détails. Donc, in fine, si on veut résumer, le public qui est visé par la communication externe, n'est-ce pas, d'une équipe de gestion de projet, c'est la population cible, les autorités politiques et administratives, les agents d'exécution, les bailleurs de fonds. Pour la communication interne, bien sûr, c'est tous ceux qui interviennent sur le projet. À la communication externe, je vais même ajouter les fournisseurs, hein, même les fournisseurs, les entreprises, les prestataires. Voilà qu'il faut ajouter parmi les cibles de la communication externe. Maintenant, sur un projet, quels sont les supports et canaux de communication? Donc, pêle-mêle. Tantôt, je vais parler des canaux, tantôt, je vais parler des supports. Hein. Donc, pour communiquer, ça veut dire que la communication et le support vont dépendre de la cible, bien entendu. On ne communique pas avec la population de façon générale comme on communique avec son ministre de tutelle ou bien comme avec son directeur général quand c'est une entreprise. On ne communique pas de la même manière quand on s'adresse aux bailleurs. On ne communique pas de la même manière quand on s'adresse aux entreprises prestataires. Voilà, donc je m'appelle même les supports et canaux de communication. Donc, certains canaux, bien entendu, ça va être des rencontres de groupes de population. Il y a les réunions de groupe ou bien les réunions de coordination. Bien sûr, comme canal, tout le monde connaît la télévision, mais c'est pour cela qu'il faut choisir son canal en fonction de la population cible. Aujourd'hui, si vous êtes sur un projet qui s'adresse à l'emploi des jeunes, en tout cas qui s'adresse aux jeunes, certes, il y a la télévision, mais vous savez très bien que de plus en plus, nos jeunes ne regardent pas notre télévision classique. Hein. Il y a d'autres chaînes qui regardent, dont il faut en tenir compte. Mais de plus en plus, ils sont surtout sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire des capsules, des petites vidéos, des publications, parce que c'est là-bas qu'ils sont. Tu veux toucher une population, ben, il faut utiliser le canal, n'est-ce pas,
dans lequel tu vas trouver cette population-là. Donc, on a les télévisions de façon classique, mais dans la télévision, il y a plusieurs types. Il y a les télévisions nationales que les décideurs regardent. Donc, bien entendu, si vous voulez faire passer un message, vous avez besoin de visibilité, vous voulez rendre compte aux bailleurs, quand ça s'adresse au ministère, à la primature, à la présidence, bien sûr, la télévision nationale est indiquée. Ou bien dans les journaux de grand tirage. Mais lorsqu'il s'agit des populations cibles, bien sûr, il faut ajouter des choses comme la radio quand c'est la population rurale. Mais quand ce sont les jeunes en milieu urbain, bien entendu, aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas les atteindre. Vous allez dépenser des millions de francs CFA à travers la télévision nationale, à travers la radio. Bien sûr, le ministre va entendre, il va vous applaudir, mais votre population cible ne saura même pas ce que vous faites, ne saura même pas ce qui est prévu. Donc, il faut aller là où se trouve la population cible. Donc, je parle des réseaux sociaux, les affiches, les mails, les prospectus. S'il y a d'autres, mettez-les en commentaire. Alors, donc, on vient de voir quelques supports et canaux de communication. Maintenant, quel doit être l'objet concrètement de la communication? Sur quoi est-ce qu'il faut communiquer? Parce que quelquefois, sur les projets, bon, la communication ne peut pas être efficiente si on ne sait pas exactement sur quoi communiquer. Mais vraiment, on ne communique pas sur tout. Et il y a des moments pour communiquer. Et à chaque moment, il y a un objet, bien sûr, sur lequel il faut communiquer. Donc, je vais essayer de citer sur quoi il faut communiquer. Et après, je vais vous présenter à quel moment du cycle de vie du projet il faut communiquer sur tel aspect ou tel autre aspect. Donc, bien entendu, on va communiquer sur les actions, les activités. Donc, ça, c'est le processus. Puisque c'est le processus qui va contribuer à la réalisation du résultat, à l'atteinte du résultat, de l'objectif. Donc, on va communiquer essentiellement sur les actions, sur les résultats, mais aussi sur l'effet et l'impact sur la population cible. Il faut éviter de rester en termes de communication seulement sur les aspects techniques, sur la présentation des marchés, les gros chiffres financiers, voilà, vraiment les gros documents. Et puis la population cible elle-même, bon, voilà, elle ne sait pas trop concrètement. C'est-à-dire, elle sent ça, mais vous ne communiquez pas sur les effets et les impacts de votre projet sur les bénéficiaires, les populations bénéficiaires. Donc, ça va être un objet de votre communication. L'autre objet, bien sûr, ce sont les acquis. Vous menez les activités, vous gérez le projet, quels sont les acquis, quelles sont les leçons apprises. Non seulement pour l'équipe projet, mais aussi pour d'autres équipes projet, pour le pays pour lequel vous travaillez et même pour le bailleur, n'est-ce pas, qui finance votre activité. Donc voici essentiellement ce sur quoi il faut communiquer. Vous voyez que je n'ai pas dit qu'il faut communiquer sur les hommes. L'objectif d'un projet, ce n'est pas de communiquer sur les hommes. Hein? C'est de communiquer sur les actions, sur les résultats, l'effet, les acquis, les leçons apprises. Ce n'est pas pour communiquer sur le coordonnateur. Pourquoi on voit tout le jour le coordonnateur bien sapé dans les journaux ou bien à la télé en train de prendre la parole? Ce n'est pas ça. Ça n'apporte rien au projet. Alors, la question, c'est à quel moment faut-il communiquer? Je vois trois grands moments pendant lesquels il faut communiquer. Avant le lancement même du projet. Donc, vous avez élaboré le projet, vous avez négocié avec le bailleur. On verra tout ça dans les formations à venir, le cycle de projet. Mais avant de lancer le projet officiellement, l'équipe projet doit pouvoir communiquer sur les objectifs. Puisque en ce moment-là, vous n'avez pas encore de résultats. Mais quels sont les objectifs qui sont visés par le projet? Il faut pouvoir communiquer sur ça. Dire aux populations cibles. Donc, si ce sont les jeunes, si ce sont les femmes, si c'est la population de façon générale, si ce sont les routiers, si ce sont les transporteurs, par exemple, d'un axe donné, il faut que les usagers, ceux qui vont utiliser le produit final là, sachent quels sont les objectifs du projet. Quand on va lancer le projet, ça va consister en quoi? Quelle sera la durée? Ça va coûter combien? Mais surtout, en quoi est-ce que cela va changer leur vie? En quoi est-ce que cela va changer leur vie? C'est en communiquant de la sorte auprès de la population cible que ces populations vont s'approprier le projet. Et si un jour il y a un problème sur le projet, vous allez voir que c'est la population qui va défendre le projet. Parce que vous aurez réussi à leur communiquer le bien-être, les acquis, ce que cela va leur apporter. Mais si vous ne savez même pas, on envoie les engins, les populations ne savent même pas pour en avoir. Il y a des projets effectivement, c'est-à-dire que la population, quelquefois même la mairie, découvre, ben écoutez, il y a des engins,
ou bien il y a tel équipement, ou bien bon, on a vu des jeunes en train de faire, mais les gens ne savent même pas en fait pourquoi ces activités sont menées. Donc il est important, avant même de lancer le projet, avant de démarrer le projet, de pouvoir communiquer sur les objectifs du projet vis-à-vis de la population cible. Leur dire ce projet-là, ça va durer tant, voilà les résultats qu'on va atteindre, et même leur expliquer le dispositif de mise en œuvre. Voilà comment on va exécuter le projet. Il y a des populations parmi vous, il y a des gens parmi vous qu'on va peut-être recruter, ou alors ce sont les entreprises privées qu'on va sélectionner, ou bien ce sont les ONG, mais à la fin, voilà ce que vous allez obtenir. Voici le changement, n'est-ce pas, que vous aurez sur que cela va apporter à votre vie de tous les jours. Donc, on communique sur les objectifs du projet, tout ça c'est avant le lancement. On leur explique comment cela va se faire, et même les grandes lignes des procédures, on leur dit comment ça va se faire, et quelles sont les responsabilités des parties prenantes. Je prends un exemple simple. Si vous devez exécuter un projet dans une ville comme San Pedro ou bien à Boaké, vous devez pouvoir expliquer à la cible, si c'est la population, je prends un exemple simple, on veut agrandir ou bien on veut construire un nouveau marché. C'est un exemple vraiment fictif. Hein? On veut construire un nouveau marché à Boaké. Donc la population cible, c'est quoi? C'est d'abord les femmes qui vendent, les commerçantes. Ce sont elles qui vont venir, n'est-ce pas, s'asseoir là, certainement acheter, n'est-ce pas, des places pour pouvoir vendre. Donc les femmes, bien sûr la population générale, c'est-à-dire ceux qui vont venir, donc les consommateurs, la population générale, mais vous avez aussi la mairie, n'est-ce pas, la collectivité. Vous avez la mairie, bien entendu, vous avez les financiers, les banques même qui tournent autour. Donc vous ciblez tout ce monde-là et vous devez être capable d'expliquer aux gens, voici ce que le projet va apporter. Quand on va le faire, cela va vous faciliter la vie. Vous aurez bien sûr des étals bien présentés. Vous aurez un espace bien propre. Cela va vous apporter ceci, cela va apporter cela. Pourquoi on le fait? Pour que la population bénéficiaire puisse s'approprier, n'est-ce pas, le projet. Pour que ce ne soit pas un truc entre l'équipe projet, le bailleur, le ministère. Non, mais que la population se sente concernée. Donc, avant le lancement, je dis, on communique sur les objectifs du projet, sur le dispositif qui est mis en place, sur les responsabilités des parties prenantes. Pendant l'exécution du projet, on communique sur les grandes actions qui ont un effet sur les bénéficiaires. Parce que si vous êtes dans un projet agriculture ou bien un projet d'élevage, et c'est pas moi, de poissons ou bien de bœufs, et que vous avez communiqué aux populations ce que cela va leur apporter, ce que la population attend maintenant, c'est quelles sont les grandes actions qui vont concourir à l'atteinte de ces résultats. Mais plus précisément, ce que la population attend, c'est quels sont les résultats de ce projet-là. À quel niveau nous sommes. Et probablement même combien cela a coûté. Mais il ne s'agit pas de communiquer sur chaque tâche, c'est-à-dire on signe une convention aujourd'hui et puis on en parle dans la presse. Bon, je sais pas, je veux dire, les activités de tous les jours n'ont pas besoin d'être, on n'a pas besoin de communiquer. Parce que ce n'est pas ça que la population attend. Ce que la population attend, à la limite, sont les grandes actions. Voilà, ce que j'appelle les grandes actions, ce sont ça peut être des activités, des cérémonies qui rappellent, n'est-ce pas, dans la mémoire de la population, ce qu'on va atteindre comme résultat. Plus on n'a pas encore de résultats. Voilà, donc c'est ça qu'on communique. Mais sinon, ce n'est pas chaque contrat qu'on signe, chaque convention qu'on signe, chaque personne qu'on reçoit. Finalement, les gens vont dire, bon, ils passent leur temps dans la paperasse, il n'y a pas de résultat. Donc, on communique surtout sur les grandes actions qui auront un impact, je veux dire, émotionnel sur la population bénéficiaire. De deux, pendant la mise en œuvre du projet, on communique sur les résultats intermédiaires. Ça veut dire quoi? On doit construire un pont. Lorsque le pont sera achevé, ce sera un pont de telle dimension qui va permettre donc la circulation de tel nombre de véhicules. Mais bien entendu, il y a des moments où on doit pouvoir communiquer pour dire on est à tel niveau. Ça permet donc à la population de savoir qu'effectivement, il y a une évolution, les choses sont en train d'avancer. Mais quand il n'y a pas de communication sur les résultats intermédiaires, ben c'est un flou total. Certainement que les décideurs sont informés, le bailleur est informé, tout le monde, mais la population se dit, bon, il y a un flou. Les gens se commencent à poser mille et une questions, on ne sait pas. Et lorsqu'il n'y a pas de réponse, lorsqu'il n'y a pas d'information, ce sont les rumeurs qui prennent la place. Donc si vous voulez éviter, dans le cadre de la gestion de votre projet, si vous voulez éviter les rumeurs, il faut communiquer. Donc
J'ai dit, en plus, il ne faut pas communiquer sur tout non plus. Voilà. C'est-à-dire, l'essentiel n'est pas d'être visible tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand on vous voit, dans l'esprit des gens, ça va donner de l'espoir. Espoir parce que vous êtes en train de poser une action majeure qui va concourir à l'atteinte des résultats. Espoir parce que vous avez atteint un niveau de résultat. Donc, les grandes actions, les résultats intermédiaires et les effets, bien sûr, sur la population. Une fois que vous aurez achevé le projet, donc je prends toujours le cas si c'est un pont à construire, bien entendu, on va communiquer sur le résultat final. On avait dit au départ qu'on va construire un pont de tel nombre de mètres, sur longueur tel mètre, largeur tel mètre, avec telle caractéristique technique qui va permettre la circulation de tel nombre de véhicules par jour. Une fois qu'on a fini, bien sûr, on communique. Il y a l'inauguration, mais ça c'est une cérémonie ponctuelle, où en général le chef de l'État, ou bien les ministres, ou bien si c'est une entreprise privée, où le président du conseil d'administration vient, mais ça c'est une action ponctuelle. Mais après, il doit y avoir une communication sur l'impact, l'effet du projet sur la population, n'est-ce pas? On peut faire une petite étude, faire une vidéo, et puis faire circuler pour montrer qu'effectivement le résultat qui était attendu est atteint. Donc c'est ce que j'appelle les résultats, n'est-ce pas, à la clôture du projet. Donc il faut communiquer sur les réalisations, donc les résultats quantitatifs, les résultats qualitatifs et bien sûr les acquis et les leçons apprises. Parce qu'aucun projet ne s'exécute à 100% comme prévu. Ce n'est pas possible. On peut les atteindre avant, on peut les atteindre, souvent les gens atteignent après, on peut les atteindre à 100%. Même quand on atteint à 100%, ce que je veux dire, il y a toujours des moments d'échec où on avait prévu comme si, mais ce n'est pas déroulé comme ça, on a été obligé de prendre un autre chemin. Donc, à la fin de tout ça, on doit pouvoir communiquer aussi sur quels sont les acquis, quelles sont les leçons qu'on apprend de la mise en œuvre de ce projet. Donc, sur ça, on peut communiquer. Et comment est-ce qu'on communique sur ces différents aspects? Bien sûr, dans d'autres formations, on va le voir. Mais vous voyez, par exemple, les rapports trimestriels que les projets font, ou bien les fiches mensuelles des résultats. C'est vrai que ce sont des données assez techniques, il y a beaucoup de chiffres là-dedans, mais un bon communicant d'un projet doit pouvoir prendre ça, retranscrire ça en support de communication pour montrer à la population, quasiment chaque 3 mois, voici les résultats du projet. Voici les leçons apprises au fur et à mesure. Voilà. Donc, maintenant revenons au point central sur lequel vous m'attendez certainement, c'est quels sont les rôles et responsabilités du spécialiste en communication. Avant d'arriver là, j'ai voulu bien sûr vous briefer rapidement sur l'objectif de la communication, à quel moment on communique, sur quoi on communique, et avant ça, on a vu l'importance, n'est-ce pas, de la communication au sein d'une équipe projet. Donc en général, quels sont les rôles et responsabilités du spécialiste en communication? C'est-à-dire, lorsqu'on doit vous recruter, on doit recruter un spécialiste en communication, qu'est-ce qui est en général mis dans les thèmes de référence comme rôle et responsabilité? En général, le responsable, le spécialiste en communication au sein d'une équipe projet doit être rattaché directement au coordonnateur. Ce n'est pas à une autre entité qu'on doit rattacher le spécialiste en communication. Il doit être rattaché directement au chef de projet. Donc, on l'appelle tantôt coordonnateur de projet. Il y en a même qui l'appellent directeur de projet. Donc, son rôle est de promouvoir et véhiculer une image positive du projet. Je vais aller vite parce que tout à l'heure j'ai essayé de détailler un peu, de recueillir les informations qui sont relatives au bon fonctionnement, n'est-ce pas, du projet. Ce sont des choses que vous allez voir très souvent dans les publications, lorsqu'on cherche des spécialistes en communication. Et je rappelle que pour les recruter, très souvent on publie, ça va être dans les journaux de grand tirage. Bien sûr, il y a des communications, il y a des recrutements qui sont faits par mise à concurrence, on va dire restreinte, mais très souvent on publie dans les journaux de grand tirage. Voilà, donc connaissez les journaux de grand tirage de vos différents pays. Donc ce qu'on précise en général, ce qu'on attend d'eux, c'est ça, c'est de pouvoir promouvoir et véhiculer l'image politique du projet, de recueillir les informations qui sont relatées au bon fonctionnement du projet, de choisir les stratégies de communication externe et interne, n'est-ce pas, pour faire passer les messages essentiels au public cible, de procéder à la mise en place et la gestion des outils. Vous voyez là, je lis en fait, parce que c'est écrit souvent dans les thèmes de référence. Donc, de procéder à la mise en place et la gestion des outils de relations publiques. Donc, vous voyez que le communicant au sein d'une équipe projet fait aussi de la gestion de relations publiques. Voilà. Il va participer au développement, bien sûr, du site internet du projet. Aujourd'hui, un projet qui n'a pas de site internet, bon, ça fait très, très bizarre.
Parce que le site internet, c'est là-bas que vous devez pouvoir mettre vos résultats, vous devez pouvoir communiquer, on doit pouvoir vous retrouver facilement. En principe, tout projet qui se prend au sérieux doit avoir un site internet. Aujourd'hui, ce n'est pas coûteux, ce n'est pas cher du tout. Donc, il faut pouvoir créer un site internet et puis, bien entendu, pouvoir communiquer là-dessus. Donc, ça va être le rôle. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va développer. Non, mais il sera le responsable, celui qui va faire le communiquer au cabinet ou bien à l'individu, n'est-ce pas, qui va créer le site internet. Donc, l'une de ses missions, c'est aussi d'être en relation constante avec les médias. Voilà, c'est vraiment celui qui doit être en contact avec les médias, c'est le spécialiste en communication. C'est pour cela que ça va être quelqu'un qui a du relationnel, qui a un carnet d'adresse, qui peut appeler n'importe quel journaliste à tout moment, parce que dans la réalité, dans la gestion des projets, quelquefois on se prend assez tard. C'est-à-dire on a une activité demain, ce n'était pas prévu qu'on communique, le ministre dit non, on doit communiquer là-dessus. C'est en ce moment qu'il faut écrire au directeur général de la radio nationale, de la télévision nationale, des journaux. Mais si vous n'avez pas un communicant qui a un carnet d'adresse, qui peut appeler au téléphone le directeur général, ou bien tel journaliste pour dire, viens à mon activité demain, vous êtes mal barré. Donc vous n'aurez pas une bonne couverture. Donc il doit avoir une relation avec les médias. Et bien sûr, il doit pouvoir rédiger les communiqués de presse, des dossiers et même des articles. Un bon communicant doit pouvoir rédiger des articles de presse et puis partager à ses amis. Et puis cela, il diffuse. Parce que quelquefois, le journaliste, il vient à une activité, à une cérémonie, il n'a pas forcément toutes les données. Voilà. Donc, il peut venir à l'activité, il va faire son article, mais un bon communicant aussi doit pouvoir faire des articles et puis les partager avec les différents organes. L'un de ses rôles aussi, c'est de faciliter les échanges entre l'UCP, l'unité de coordination, et puis les autres agents d'exécution, et même les bénéficiaires du projet. Voilà, les bénéficiaires du projet, les structures. Quand vous avez un bon communicant, et ça m'est arrivé sur un des projets où j'avais une très bonne dame, spécialiste en communication, mais elle avait tellement du relationnel que quelquefois ça nous permettait d'anticiper même sur des grèves, sur des problèmes que des jeunes auraient pu poser, mais à l'intérieur du pays. Simplement parce que l'autorité préfectorale l'a appelé, ou bien il y a un journaliste quelque part là-bas qui l'a appelé pour dire attention, sur votre projet, voici ce que les jeunes veulent faire. Et ainsi de suite. Donc, le communicant doit avoir vraiment un très bon relationnel. Le communicant, en tant que responsable, doit pouvoir aussi tenir et mettre à jour les listes et adresses officielles qui sont utilisées dans le cadre des activités du projet. Il doit organiser les événements qui sont décidés dans la stratégie de communication. Parce que bien sûr, je n'ai pas mis l'accent là-dessus parce que ça va faire l'objet d'autres formations. Il doit pouvoir élaborer la stratégie de communication. Il doit élaborer le plan de communication. Donc, on a une stratégie, bien sûr. Il faut un plan opérationnel pour mettre ça en œuvre. Enfin, il doit pouvoir élaborer un pressbook, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a eu à faire comme activité, c'est vrai, pressbook aujourd'hui, ce n'est pas seulement physique, mais ça peut être numérique. Donc, depuis le début du projet, le lancement du projet, on doit pouvoir suivre les grandes actions du projet, actions, résultats du projet. Donc, ça, ce sont les responsabilités qu'on attend, n'est-ce pas, du spécialiste en communication sur un projet. Donc, si vous êtes déjà spécialiste en communication, franchement, je vous rappelle simplement, voilà, vos responsabilités, parce que ça écrit dans vos thèmes de référence en principe. C'est écrit dans les TDR de recrutement, et ce sont ces TDR, ces éléments qu'on reprend dans votre fiche de poste. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous ne travaillez pas sur un projet, mais vous êtes dans la communication, vous voulez vous intéresser à la communication des projets de développement, donc je vous ai rappelé là les rôles et responsabilités. Donc, quels sont les profils en général des personnes qui travaillent comme spécialistes en communication au sein des équipes projets? Ce n'est pas compliqué. C'est ceux qui ont fait des études et ont des expériences en communication. Donc, il y a une diversité d'écoles de communication. Donc, communication. Mais vous allez voir aussi parmi les spécialistes en communication dans les projets, il y en a qui sont vraiment des marketeurs. C'est-à-dire ils sont bons en marketing relationnel. Mais au-delà de tout ça, vous en avez qui ont fait simplement des sciences sociales. Sociologie, philosophie, tout ce monde-là peut se reconvertir en communicant. L'essentiel, bien entendu, c'est de faire une formation, même si tu n'as pas vu ce métier-là à l'université, mais il faut pouvoir faire une formation qualifiante. Quelquefois, c'est des formations de 1 mois, 2 mois, dans le domaine pour te spécialiser. C'est à cela que ça sert, en fait, les formations qualifiantes. Se spécialiser dans un domaine donné. N'est-ce pas?
On n'a pas appris à l'université, on n'a pas appris dans une grande école. On veut faire autre chose. Bien entendu, il faut faire une formation qualifiante. Et donc, en général, dans les publications, quand on parle des profils, c'est tout ce qui cible la communication comme domaine, comme diplôme, tout ce qui cible le marketing, les sciences sociales, et très souvent on met diplôme similaire. Diplôme similaire parce qu'en réalité, je dis pour moi, les formations de base, les diplômes de base, ce n'est pas ça qui fait quelqu'un en fait. Mais c'est qu'est-ce qu'il fait en plus, quelquefois comme formation qualifiante, pour se projeter vers l'avenir, vers ce que lui-même il a envie de faire. Voilà. Donc, on a vu aujourd'hui ce qui est des rôles et responsabilités des spécialistes en communication. Bien sûr, en termes de formation, même sur le contenu de la communication, il reste encore beaucoup de choses, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui. On va voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Parce que je rappelle que cette page-là vise donc à partager avec vous des connaissances et des pratiques, n'est-ce pas, en matière de gestion des projets. Et quand on dit gestion des projets, il y a une partie qui est dédiée à la communication. Donc vous allez voir que dans d'autres vidéos, à un moment donné, on parlera bien sûr de tout ce qui est définition de communication, des canaux, les formes de communication, les étapes même du processus de communication. À commencer par la planification, la collecte des informations, jusqu'à la diffusion. Donc il y a plusieurs autres étapes, mais qu'on verra par la suite. Et bien sûr le contenu d'un bon plan de communication. C'est quoi un plan de communication? Quel est le contenu? Comment réussir la diffusion de l'information? Et quelles sont les dispositions particulières qu'il faut prendre pour réussir la communication interne et la communication externe d'un projet donné. Voilà, aujourd'hui je ne voulais pas être vraiment long. Voici ce que j'avais à vous présenter. Donc si vous avez des questions, je reste à votre écoute pour répondre à des questions. S'il n'y a pas de questions, on va donc mettre fin à la session. Alors je vais prendre mon ordinateur pour voir s'il y a des questions. S'il y a des questions, les mettez en commentaire. Je ne sais pas, mais sur mon téléphone à partir duquel j'enregistre, je ne vois pas de commentaires depuis le début. Il doit y avoir certainement un problème là-bas, parce qu'en général, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions là? Est-ce que vous avez posé des questions? Alors, donc, je vais voir. Je vais voir s'il y a des commentaires. Je vais répondre à vos commentaires. Rassurez-vous, à vos questions. Alors. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas les questions. Bien, bon, je viens ici. Excusez, hein, je cherche simplement les questions. Là. Je connecte l'ordinateur. Et puis je vais chercher les questions et je vais répondre. Soyez-en sûrs, soyez-en rassurés. Alors, est-ce qu'ils ont posé des questions? Courant. Je ne sais pas s'il y a un problème sur ma... Chez moi, il y a un problème sur ma connexion. Je n'arrive pas à me... Est-ce qu'il y a des commentaires? Je ne vois pas. D'autres, je vois. Ah, il y en a? Tu vois, moi, je ne vois pas. Bon, donc, restez en ligne. Je vais juste retrouver vos questions et puis je vais répondre. Parce qu'avec le téléphone, je ne voyais pas du tout. Voilà, donc je vais retrouver les questions et je vais y répondre. Alors, les commentaires. Oula, il y avait beaucoup de commentaires. Vraiment, excusez-moi, je ne voyais pas vos commentaires en fait. Alors. Bon, 5 sur 5, merci merci à tous ceux qui m'encouragent. Il y avait même des réponses, le bailleur, vraiment, mais à l'écran, je ne voyais pas en fait des questions. C'est maintenant que je les vois ici, là. Alors, est-ce que, comment gérer la communication dans une zone insécure? Oula, comment gérer la communication dans une zone insécure? Donc, une zone où il n'y a pas de sécurité. Bon, bien entendu,
ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'environnement. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des supports et des canaux. Donc, en fonction de, non seulement de la cible, mais de l'environnement sécuritaire et de la cible, il faut savoir comment communiquer. Il ne sert à rien non plus d'aller mettre sa vie en danger parce qu'on veut communiquer. Donc, monsieur Idriss, je sais pas. Si vous prenez un pays, je prends le cas de quoi le nord du Mali, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème de sécurité là-bas. Donc, bien sûr, vous allez adapter, n'est-ce pas, votre plan de communication, vos actions de communication à la situation là-bas. Donc, bon, je ne sais pas trop comment répondre à ça, en fait. Alors, qui doit être un spécialiste en communication? Bon, j'ai répondu tout à l'heure, hein. Peut-être que vous avez posé la question avant que je n'arrive à ce niveau. Donc, j'ai dit que tous ceux qui ont fait des formations, qui ont des diplômes liés à la communication, au marketing, peuvent, bien entendu, postuler. Mais en plus, j'ai précisé que ceux qui ont fait les sciences sociales, qui veulent se reconvertir, il suffit de faire donc une formation qualifiante. Voilà, de faire une formation qualifiante, d'avoir l'expérience, mais surtout de comprendre l'esprit projet. C'est pour cela qu'il est important de participer à ces formations gratuites que nous faisons pour que vous puissiez comprendre c'est quoi un projet. Parce que sur un projet, il y a une mentalité, il y a une philosophie, il y a une démarche. Donc il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Comme ça, en fonction des différents métiers, quand tu es financier, tu es dans un projet, tu sais comment, bien sûr, jouer ton rôle de financier au sein d'une équipe projet. Parce que c'est différent quand tu es dans une entreprise. C'est différent quand tu es dans l'administration publique pure et dure. Voilà. Donc c'est la même chose. Qui doit être expert en communication, bien sûr, c'est tous ceux qui ont fait la communication et qui adaptent cela, n'est-ce pas, au projet de développement. Mais je l'ai dit, il ne faut pas vous faire un blocage. Si vraiment la communication est un métier qui vous intéresse, même si vous avez fait les mathématiques, allez-y faire une formation qualifiante. Voilà. Vous allez faire quelques stages, après vous devenez très très brillant. Sur les projets, je connais des gens qui n'ont pas fait de formation de base dans certains métiers, mais aujourd'hui qui sont vraiment excellents. Le tout, c'est de vouloir et de se former. Et bien sûr, faire la pratique. Alors, M. Kouadio Komwe, la communication est déterminante dans la gestion de la réussite des projets, mais force est de constater que la plupart des projets dans leur structure organisationnelle ne disposent pas de services de communication. Et ça, c'est vrai et c'est dommage. Très souvent, la communication est tellement minimisée dans les équipes projets qu'on confie ça à la secrétaire en fait. Voilà, on dit non, bon, toi, il faut t'occuper de ça. Mais la dame, ce n'est pas son boulot. Son boulot, elle est assistante administrative. Elle n'a pas fait de formation en communication. Elle ne sait pas ce qu'on appelle stratégie de communication. Elle ne sait même pas. La pauvre ne sait pas comment on élabore un plan de communication. C'est un métier. C'est un boulot. Il ne savait pas de simplement envoyer des mails ou bien d'appeler des journalistes. Ce n'est pas ça. Donc, moi, je conseille toujours aux coordonnateurs, aux chefs projet, de toujours recruter quelqu'un pour la communication. Si ce n'est pas un spécialiste, mais au moins un assistant ou une assistante en communication qui va s'occuper de ça. Maintenant, si vous n'avez pas les ressources nécessaires pour recruter un spécialiste ou bien une assistante en communication, ben, dans ce cas, peut-être l'assistante administrative, mais il faut la former. Voilà, il faut la former. Parce que la communication est un élément essentiel. C'est déterminant pour l'image du projet, pour l'image du gouvernement, l'image de l'entreprise hein, pour laquelle donc, vous travaillez. Donc, M. Kouadio Komwe, je suis d'accord avec vous. Alors, M. Salah Arendi, comment communiquer au cas où il y a une désinformation et réticence dans le projet? Ça, merci. C'est aussi une question essentielle. Mais on va voir ça quand on va avancer même dans les formations. Parce que ça, c'est une question vraiment de profondeur. Quand il y a une désinformation, quand il y a la rumeur, quand il y a même des obstacles, parce qu'il y a des moments où effectivement, même au sein de l'équipe projet, il y a des personnes qui commencent à travailler contre le coordonnateur. Ou alors il y a vraiment une dissension au sein de l'équipe projet. Donc comment gérer ça? Ou alors le projet n'a pas une bonne presse auprès de toutes les parties prenantes. Le bailleur n'a pas une bonne idée de l'équipe projet, les ministères n'ont pas une bonne idée, les populations ne savent rien. Donc comment gérer tout ça? C'est une très bonne question, M. Salah Yosko Arendi. Mais là, si je veux développer, on ne va pas finir maintenant. Mais rassurez-vous, pendant le développement, les différents développements, on va aborder ces questions-là. Alors, mon infiniment dedans. Bon, merci à tous ceux qui me disent merci. À quel moment on recrute le spécialiste en communication? Le spécialiste en communication doit être recruté avant le lancement du projet. Si vous avez bien suivi tout à l'heure, j'ai dit qu'on communique avant le lancement du projet, avant le démarrage du projet, parce qu'on doit communiquer sur les objectifs, on doit expliquer aux populations comment on va procéder,
ce que le projet va leur apporter comme bien-être. Donc, celui qui doit faire ça, ce n'est pas le coordonnateur. Le coordonnateur doit être un acteur dans le film qui est monté, le scénario qui est monté par le spécialiste en communication. Donc, le spécialiste, on le recrute dès le démarrage, avant même le lancement du projet. Donc, quand l'équipe se met en place, au moment où on recrute le coordonnateur, le spécialiste en préparation des marchés, suivi évaluation, on doit aussi recruter le spécialiste en communication. Au même moment qu'on met en place l'équipe. Voilà. Alors, merci pour la précision des détails. À vous entendre, la communication est plus importante dans la gestion d'un projet. Mais pourquoi beaucoup de projets ne disposent pas de services de communication? Bon, encore une fois, souvent les gens ne savent pas. Hein. Vous savez, quelquefois, on se retrouve coordonnateur sans savoir trop de quoi, c'est quoi un projet. Hein. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs manières de se retrouver dans un projet comme coordonnateur. Quelquefois, bon, le ministre, il nomme. Voilà. Donc, le monsieur, il arrive, il est habitué. Il peut être un très bon administrateur, un très bon gestionnaire, mais il ne sait pas concrètement les contraintes d'un projet. Il ne sait pas trop comment ça fonctionne. Il n'a pas certaines articulations. Donc, lui, il va minimiser la communication. Il va estimer que ce n'est pas important. Il y en a qui n'accordent même pas de projet, de budget à la communication. Parce qu'ils minimisent. Mais moi, je vous dis, je vous forme pour que vous soyez des bons managers. Quels que soient les métiers que vous allez exercer au sein des équipes projets. Je vous dis que la communication est essentielle. Si vous ne communiquez pas bien, vous allez bien travailler, vous allez atteindre des résultats, mais dans l'esprit des gens, parce que la communication agit sur l'esprit. Hein, ce n'est pas un truc physique, ça agit sur l'esprit. Hein, dans la mémoire des gens. Les gens ils ne sauront même pas ce que vous avez fait. Ils auront une mauvaise idée de vous. Alors que s'il y a des projets qui n'ont pas de bons résultats, mais ça communique tellement bien, on a l'impression que c'est le seul projet dans le pays. Donc, pour vous dire que c'est essentiel d'avoir un bon spécialiste en communication. Alors, quelqu'un me demande, j'ai fait une formation en planification, suivi évaluation des projets, pourrais-je avoir des cours complémentaires? Bon, ça, on a déjà parlé du métier de spécialiste suivi évaluation. Maintenant, les contenus même de comment on fait la planification, comment on fait le suivi, comment on fait l'évaluation, ça, c'est les choses qu'on va voir au fur et à mesure. Alors, est-il possible de communiquer, M. Lama, est-il possible de communiquer aux parties les obstacles rencontrés pendant la mise en œuvre du projet? Alors, est-ce que pendant la mise en œuvre du projet, lorsqu'il y a des difficultés, est-ce qu'il faut communiquer cela? C'est une question aussi essentielle. Hein, toutes les questions sont essentielles. Ça, c'est aussi une question essentielle. C'est-à-dire, pendant l'évolution du projet, il y a des difficultés qu'on rencontre. Ça arrive dans tous les projets. Quelquefois, même, c'est des problèmes sérieux qui compromettent même l'avenir de l'équipe projet. Est-ce qu'il faut communiquer? Bien sûr, il ne faut pas communiquer à tout, voilà, à tout va, non. Il ne s'agit pas de tout dire et à tout moment. Il faut toujours savoir, la communication, c'est comme toute activité, c'est de savoir quel est l'objectif que je vise. Si en communiquant, ça va desservir l'équipe projet, mais ça ne sert à rien de communiquer sur les grosses difficultés. Même là, même si vous devez communiquer, à la limite, c'est à votre hiérarchie, c'est au maître d'ouvrage. Mais j'ai l'habitude de dire au coordonnateur de projet, vous êtes recruté pour résoudre des problèmes. Vous n'êtes pas recruté pour amener des problèmes à la tutelle. Vous êtes recruté parce que vous êtes capable de résoudre des problèmes. Donc, ce n'est pas tous les problèmes non plus on remonte à la tutelle. Il y a des problèmes que vous devez résoudre. Mais c'est lorsque ça dépasse vos compétences que vous remontez ça. D'accord? C'est la même chose pour le bailleur. C'est la même chose pour la population. Si vous avez certaines difficultés, vous devez pouvoir les régler. Mais ce n'est pas sur tout on communique et à tout moment. Et il faut savoir communiquer, il faut savoir quel est le canal. Parce que si aussi vous avez quelqu'un qui veut communiquer sur tout et rien, ça veut dire qu'il ne communique pas par stratégie. Parce que si vous avez élaboré une stratégie, ça veut dire que pour chaque action de communication, ça doit répondre à un objectif. Voilà, c'est vraiment tout un art, c'est une science. Hein, la communication, en tout cas au sein des projets. Monsieur Loua, quels sont les prérequis pour faire une formation en communication des projets de développement? Bon, je pense que je viens de répondre à ça. Adobe, un projet sans service de communication aura-t-il des insuffisances dans sa gestion? Quel est le service qui peut jouer le rôle? Franchement, un projet qui n'a pas de service de communication peut attendre de bons résultats. Mais j'ai dit, dans l'esprit aussi bien du bailleur, du maître d'ouvrage, de la population, il ne va pas rester grand-chose.
Voilà, c'est vrai que ça va rester dans les rapports, vous allez faire de jolis rapports, on va vous féliciter entre les 4 murs, mais bon, en termes de résultats par rapport à la population, les gens ne vont rien retenir. Il y a des projets qui ont fait de belles réalisations, mais on ne sait même pas que c'est ce projet. Voilà, ça passe vraiment incognito, c'est dans l'anonymat. Donc il est important qu'il y ait un minimum de communication au sein d'une équipe. Maintenant, si vous n'avez pas recruté des spécialistes, moi je vous conseille de négocier avec votre bailleur pour recruter un spécialiste. Même si ce n'est pas quelqu'un de très vraiment spécialiste, prenez au moins un assistant ou bien un assistant en communication, à la limite un minimum, mais pouvoir élaborer au moins un plan de communication et puis communiquer sur cette base. Parce que si vous n'avez pas un plan de communication, c'est vraiment du tic au tac que vous allez faire. Bon, écoute, on va faire aujourd'hui dans Fraternité Matin. Bon, écoute, ça, il faut que ça passe à la télé. Mais toutes ces actions de communication concourent à l'atteinte de quel objectif en termes de communication? Il n'y en a pas. Donc, il faut quelqu'un pour s'en occuper. Maintenant, si vous n'avez pas du tout de ressources, bon, à la limite, désigner quelqu'un aussi là-bas, mais il faut former la personne. Voilà. Monsieur Yé, le système de communication vient avant ou après l'adoption du projet. Donc, après la préparation du projet, quand on met le projet en vigueur, bon, tout ça on verra hein, après. Quand on met le projet en vigueur, avant le lancement, d'ailleurs, souvent même pour mettre le projet en vigueur, le bailleur insiste pour que l'équipe projet soit en place. Donc, c'est en ce moment-là, pendant que vous recrutez le coordonnateur, les différents spécialistes, il faut recruter le spécialiste de communication. C'est pas, je veux dire, c'est pas un service à minimiser. Pour dire, bon, ceux-là, de toute façon, ils vont venir après. Non, pour moi, c'est dès le départ qu'on commence à communiquer. Alors, merci beaucoup. Alors, monsieur Dankoro, quel est le lien que doit exister entre un spécialiste en communication et un spécialiste en suivi et évaluation? D'office, on aurait pu penser qu'il n'y a pas de lien, mais en réalité, il y a un lien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit pouvoir communiquer pendant la mise en œuvre du projet, avant, pendant et après. Mais quand on parle d'objectifs, quand on parle des grandes actions, avant même le lancement du projet, on les trouve où? Dans le plan d'activité. C'est dans le plan d'activité qu'on les trouve. Où on trouve les résultats attendus, c'est dans le cadre des résultats. Mais qui fait le plan, qui fait le cadre des résultats, disons qui coordonne tout ça, c'est le spécialiste en suivi et évaluation. Donc ça veut dire que la matière pour communiquer, l'essentiel vient du travail du spécialiste en communication. Parce que pour communiquer, à la limite, on n'a pas besoin de communiquer sur le nombre de marchés que vous avez passés. La population s'en fout. Voilà, vous avez passé 50 marchés de ceci, de cela. La population, ce que la population attend, est-ce que les hôpitaux sont construits? Est-ce que la route a été inaugurée? Est-ce que les élèves vont à l'école? C'est ce qui les intéresse. Donc ça, ces résultats-là, vous les obtenez grâce au travail du spécialiste en suivi et évaluation. Donc c'est ça, tout à l'heure j'ai dit, même les rapports qui sont élaborés trimestriellement, c'est dans ces rapports-là, on doit prendre par exemple les actions principales, majeures, les résultats clés, et puis maintenant le spécialiste communication va transformer ça en message marketing, en message de communication. Donc il y a vraiment un lien étroit entre les deux. Maintenant, sa question subsidiaire, c'est est-ce que le spécialiste en communication ne se substitue pas finalement au tas de suiveurs? Ah non, ce n'est pas le même métier. Le spécialiste en communication ne peut pas se substituer, ce n'est pas du tout. Le suivi évaluation, ils ont des outils, hein. Il y a une approche. Voilà, ce n'est pas un truc de remplir un tableau. Non. Le spécialiste suivi évaluation souvent doit pouvoir coordonner des études, doit collecter, pouvoir traiter. C'est un travail, hein. C'est un métier à part. J'ai fait une vidéo sur ça, sur le métier en suivi évaluation. Donc en aucun cas, le spécialiste en communication ne peut se substituer en spécialiste suivi évaluation. Ce n'est même pas possible. Vraiment, je ne vous conseille même pas. Si vous le faites au sein de votre équipe projet, vous aurez des problèmes. Je voudrais que... Alors, 5 sur 5, 5 sur 5. Alors, je vois qu'il y a eu vraiment beaucoup de commentaires. À quel moment on recrute les... Bon, j'ai répondu. Les parties prenantes, les bénéficiaires. Ok, je pense qu'il y a peu de questions. Moi, je n'en vois pas en tout cas. Je vois plus de questions. Donc, sur ce, ça nous fait quasiment 1 heure. Hein. On a commencé à 13h30, ça nous fait 1 heure. Donc, je vais vous remercier et puis vous donner rendez-vous pour le jeudi à 16h. Le jeudi à 16h, on va voir le cadre logique. Donc, vraiment toute la hiérarchie, n'est-ce pas, des objectifs. Et puis, comment on élabore le cadre logique. Si vous comprenez le cadre logique, ça va vous permettre de percevoir l'esprit même de la gestion des projets. Voilà, donc ça, c'est le jeudi à 16h.
Et le vendredi à 16 h, on verra comment réussir son entretien d'embauche. Voilà, on a vu le vendredi dernier comment réussir son CV. On verra ce vendredi comment réussir son entretien d'embauche. Sur ce, je vous dis merci. S'il y a d'autres questions, je vais répondre voilà, plus tard. Donc, pour ne pas allonger davantage, je vais prendre... Ouh là 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 là, il y a encore beaucoup de questions, mais je vais prendre congé de vous. Et puis, on se dit à jeudi. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné.